combattuti. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT et RCFM pour cette nouvelle émission de Contraste réalisée en partenariat avec Corse Matin. Si l'on en croit la dernière note de conjoncture de la Banque de France, la situation économique de la Corse s'améliore, quel que soit le secteur, industrie, services marchands, transport. Les prévisions sont positives, les carnets de commandes bien garnis et la saison elle-même s'annonce plutôt bien. Pourtant, malgré ces statistiques favorables, auxquelles il faut ajouter une croissance à la hausse, les Corses ont du mal à en mesurer les effets. Le chômage non seulement ne recule pas, mais il augmente, près de 4% en un an, et les entreprises elles-mêmes, les petites en tout cas, ne voient guère d'amélioration. Et l'on peut se demander à qui profite cette embellie. Sur ce sujet, comme sur d'autres, nous interrogerons donc aujourd'hui un chef d'entreprise qui connaît bien ces problématiques. Il est président de la CPME de Corse et ancien président démissionnaire, je le précise, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud. Jean-André Minigone est aujourd'hui l'invité de Contraste. Jean-André Minigone, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous serez interrogé par Jean Tej de Corse Matin. Bonsoir. Et Jérôme Souzine de Bonsoir. RCFM. Bonsoir Jérôme. Alors pour débuter, un retour sur l'actualité qui date d'une petite semaine, mais qui pourrait connaître des rebondissements dans les semaines à venir. Je veux parler de la grogne sociale. En Corse, la mobilisation n'a pas été exceptionnelle, certes. Au plan national, elle a été relative, mais on sent quand même plus qu'une inquiétude vis-à-vis de la politique du gouvernement. Certains, beaucoup, parlent de refus, de rejet. Vous pensez que la grogne qui se développe aujourd'hui peut entraîner un plus vaste mouvement social ? Le président Emmanuel Macron l'avait déjà dit dans sa campagne, il veut réformer le modèle social. Il a commencé de suite. Réforme du Code du travail, plus 5 autres réformes jusqu'en à peu près 2019, puisque la dernière réforme sera la réforme sur les retraites. Bon. Donc, aujourd'hui, on constate donc un fort train de réforme, et avec des inquiétudes en face, parce que lorsqu'on réforme, on ne sait pas où on va. Alors ça s'appelle en économie la résistance au changement. Il y a des dialogues entre les partenaires sociaux, mais apparemment ça ne suffit pas. Alors, dans cette grogne, il y a plusieurs sujets. Alors, la grogne la plus médiatique, évidemment, c'est la SNCF, avec l'abandon du statut pour les futurs cheminots. Ça appelle 2 commentaires. La première, c'est que on a une grève un peu de corporatisme, avec l'abandon d'un statut où on peut aller à la retraite, enfin, où on peut prendre la retraite à 52 ou 57 ans. Et puis, effectivement, on a la préparation à l'ouverture de la concurrence de la SNCF en 2019, donc, où les premiers trains pourront circuler librement en open access sur les lignes TGV en 2020. Bon, ça, on va dire que c'est une grève où on défend ses avantages acquis, malgré tout c'est normal. Et puis, c'est une grève aussi où on a un peu peur de l'avenir. Après, il y a d'autres grèves dans le social, où là, c'est toujours les thèmes qui sont pour moi récurrents. C'est un service public qui se dégrade, où les gens demandent des moyens sur le service public. Qui est une réalité. Dans les hôpitaux, des fois, c'est catastrophique. Alors, je pense qu'il y a un vrai changement, mais il y a beaucoup de dialogue à obtenir. Alors moi, sur les grèves, effectivement, il y a des grèves qui sont très suivies, comme à la SNCF, des grèves qui sont beaucoup moins suivies, comme dans les autres secteurs. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que on est à un tournant, il faut bien le prendre. Et aujourd'hui, il faut bien poser les problèmes sur la table. Mais il y a un autre mouvement qui est en train de s'agréger, qui peut même cristalliser la grogne sociale, c'est celui dans les universités, des étudiants. Et on sait parfois que c'est de la jeunesse que peuvent venir les plus grandes résistances ou les plus grands mouvements sociaux, et dans la rue en particulier. Bon, il me semble que les mouvements de grève de 68 avaient commencé au mois de mars. Ouais. Et c'est accentué. Et c'est accentué. Ouais. Bon. Les étudiants, il faut les écouter, c'est l'avenir. Comme il faut écouter la jeunesse corse, probablement aussi. J'allais en venir. Moi, très franchement, je comprends les étudiants qui font des études de plus en plus longues et qui n'ont pas forcément les débouchés sur le marché du travail. Alors, je pense que là encore, il faut se prendre par la main. Il faut que tous ensemble, ça c'est un problème, je dirais, national. Je pense que c'est le premier problème, c'est s'occuper de sa jeunesse, avec le problème de la précarité. C'est moins le problème de déboucher cette fois-ci que la sélection à l'université. Alors, il y a oui, mais tout vient ensemble, parce que la personne qui... Alors, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui,
Oui, une sélection à l'université, il n'y a plus de place dans les universités. C'est-à-dire qu'il faut des grands programmes pour accueillir les étudiants. J'ai 50 ans, il y a 30 ans, je fais mes études à Aix-en-Provence, déjà nous étions dans un AGECO parce qu'il n'y avait plus de place. Donc c'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui est récurrent. Mais aujourd'hui, il faut aussi expliquer que c'est pas parce qu'on peut ne pas aller à l'université qu'on ne va pas avoir de travail aussi. Et c'est là où on voit bien que la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle prend toute sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'université, c'est pas le seul vecteur pour essayer d'avoir une étude. Cependant, dans un pays, dans la 5e ou 6e puissance mondiale, je trouve quand même déplorable que quelqu'un ne puisse pas s'inscrire à l'université. Alors, ce qu'il faut s'assurer simplement, c'est qu'il ait le niveau. Il ne faut pas qu'un problème de place, qu'un problème de contingence puisse empêcher un étudiant de s'inscrire à l'université. Alors, on revient sur la Corse. Comment est-ce que vous expliquez la contradiction que j'évoquais au début? Optimisme de la Banque de France, avec des données qui sont visiblement bonnes et qu'il n'y a pas de raison de contester, et puis un chômage qui, lui, augmente de façon importante, près de 4% en un an. C'est important. On compte aujourd'hui 23 100 chômeurs en Corse. Quelle explication est-ce que vous donnez à cette situation? Bon, là, il y a plusieurs niveaux. La première, c'est que je ne suis pas sûr de l'explication que je vais vous donner. Et je n'en suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les bons systèmes de comptage. Donc, dans une des propositions de la CPME que j'aurai l'occasion de vous faire sûrement tout à l'heure, c'est la création d'un véritable observatoire économique. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc, moi, je vois plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est que finalement, les entreprises, il y a 4-5 ans en arrière, lorsqu'il y avait la crise, n'ont pas licencié, surtout les petites. Pourquoi? Parce que comme les petites ont très peu de salariés, si elles licencient, elles n'ont plus de manœuvre pour travailler. Donc en fait, on a gardé nos salariés, et je fais partie des gens qui ont gardé les salariés, alors qu'on n'avait pas forcément le niveau d'activité. Dès que le niveau d'activité remonte, on n'a pas besoin d'embaucher, puisqu'on a déjà nos salariés. Ensuite, sur certains secteurs qui ont performé, on va dire comme le BTP, bon, on sait très bien qu'on a appel à une main-d'œuvre détachée, donc des contrats courts, une main-d'œuvre temporaire. Il est évident que la main-d'œuvre temporaire peut effectivement combler ce manque d'emploi dans une période de hausse, mais dans une période de hausse qui n'est pas forcément qui est cyclique. D'accord? C'est ça le problème que l'on a. C'est qu'on peut avoir une hausse d'activité, mais on peut faire appel. Soit on a déjà nos salariés, soit on peut faire des contrats courts qui font que, finalement, on n'a pas durablement une baisse du chômage. Mais là, ça appelle un autre commentaire. Ça appelle un commentaire sur le système même de la Corse. Est-ce que vous diriez, ouais. Jean-André Mitterrand, est-ce que vous diriez que finalement le système économique, social de la Corse, politique, géographique, permet finalement de stabiliser le monde du travail? Vous l'avez dit à l'instant, on a des salariés, ils sont formés, ils sont sur place. On les garde, même si on n'est pas au seuil de pouvoir tous les garder, mais on les garde. Est-ce que finalement, notre handicap est peut-être aussi finalement une sorte de avantage pour une stabilisation du système économique de la Corse? Même s'il y a une fragilité, mais il n'y a pas d'apport, l'intérim, il est une portion congrue, on dira. Est-ce que vous diriez que nos inconvénients peuvent être des avantages? Alors, l'intérim, attaché, c'est 3000 personnes en Corse. Et en 5 ans, ils ont été multipliés par 2. Bon. On a, en Corse, on a un gros phénomène de résilience. C'est-à-dire qu'on résiste. On ne progresse pas, mais on résiste. D'accord? Nous avons les fondamentaux pour résister. Et néanmoins, quand on résiste, finalement, on n'embauche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes calés, l'économie corse est calée pour un certain nombre d'employés, et on sait qu'il y a toujours 10% de chômage. On s'aperçoit qu'on n'arrive pas à résorber ce chômage, qui est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'il faut une croissance continue d'à peu près 3% par an. Là, on est aux alentours de 1,5, 2, et puis surtout, on est dans des phénomènes cycliques, des croissances molles. On fait une bonne année. Alors, quand on fait une bonne année, on dit qu'on fait une année flamboyante, et puis on fait 2 années mauvaises ou moyennes, et là, on dit rien. Donc, c'est le système corse qu'il faut changer. Donc, alors, le système corse, on peut en parler tout à l'heure, mais bon, on a des phénomènes de saisonnalisation qui sont beaucoup trop importants. On a une économie qui a toujours été basée sur l'emploi public, qui va se tarir faute de moyens, et puis sur un diptyque finalement BTP, grande distribution. Donc on fait venir des gens, on construit, et puis après finalement on fait des supermarchés pour nourrir ces gens, et les gens reviennent encore, on reconstruit. Alors finalement c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et on a ce diptyque-là finalement qui ne produit pas beaucoup de valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui notre richesse, enfin la valeur ajoutée produite,
Ce n'est que de la consommation. Vers quoi va-t-on alors? Parce que vous le disiez Et il faudra de la production, évidemment. Vous le disiez à l'instant, l'emploi dans le tertiaire, fonction publique, etc., c'est en train de considérablement... finalement, vu les courbes démographiques, ça va encore baisser dans les prochaines années. Vers quoi va-t-on finalement? Quel système économique pour la Corse? C'est un système en recomposition? Mais alors là, je crois qu'on n'a même plus le choix. Ça fait longtemps que je le dis. Alors, je vais encore me répéter, mais on doit être dans une mutation totale. Il y a deux choses que l'on doit faire. On sait que l'économie traditionnelle, la vieille économie qui est basée sur la consommation, a les emplois actuellement, détient les emplois, mais elle ne va pas en créer plus. D'accord? Donc cette économie-là, il faut l'aider pour conserver les emplois. Et les nouveaux emplois, il faut privilégier les nouvelles filières. Alors on va parler des déchets, on peut parler du numérique, on va encore parler du photovoltaïque, enfin de l'énergie renouvelable, tout ce qui est durable, la filière cosmétique. Et c'est là-dessus qu'il faut porter également, mettre toute son énergie et mettre beaucoup d'argent dessus. Je voudrais revenir sur un point. À propos du chômage, on estime, et là le patronat et les syndicats sont à peu près d'accord, que 4000 offres d'emploi ne sont pas pourvues en Corse. Alors, à quoi c'est dû? Comment vous expliquez cette différence? Alors, il y a beaucoup plus que 4000 offres d'emploi parce que ce sont des chiffres. Pôle emploi, et Pôle emploi ne recueille qu'un quart des offres d'emploi. Ça veut dire que 75% des offres d'emploi sont faites sur un autre marché. Ça peut être Internet, ça peut être du gré à gré. On a un problème de formation. Aujourd'hui, l'UMI, qui est une composante de la CPME, fait avec Pôle emploi des journées d'information pour essayer d'embaucher des serveurs. Aujourd'hui, il y a des restaurants en Corse qui ferment parce qu'ils n'ont pas de cuisiniers, ils n'ont pas de seconde cuisine, ils n'ont pas de commis de cuisine, ils n'ont pas de serveurs. C'est une réalité. Dans l'automobile que je connais bien, vous ne trouvez pas ni de carrossier ni de mécanicien. Donc on a un vrai problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Mais ça vient de loin surtout. De très très loin, et ça, on n'a jamais mis les formations adaptées depuis des années sur la Corse. Et là, il faut vraiment s'interroger. Mais les offres, c'est surtout le BTP et la restauration. C'est peut-être pas forcément des emplois qui sont très bien rémunérés, qui sont parfois très pénibles. Peut-être aussi que les gens qui sortent avec des diplômes n'ont peut-être pas envie d'aller dans ces secteurs-là. Quand j'essaie de vous expliquer qu'il faut réformer la Corse, c'est là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Corse ne peut offrir que ce qu'elle a. Et aujourd'hui, notre phénomène de consommation, notre production, qui est faite finalement de BTP, qui est cyclique, parce que pendant des années, le BTP a été en baisse, avec des salaires plutôt bas, avec des manœuvres, ou des métiers dans la consommation ou grande distribution qui font que ce ne sont pas non plus des grands salaires, souvent des salaires à temps partiel, ce ne sont pas des métiers sur lesquels on va se porter spontanément. Bon. Donc si on veut à un moment donné tirer tout le monde vers le haut, il faut inventer autre chose. Et autre chose, c'est, comme je vous dis, ce sont les nouveaux métiers. Il faut monter les compétences pour avoir ces nouveaux métiers. Mais sur la formation, c'est pas la première fois qu'on vous entend émettre les mêmes critiques. Hein. Vous avez reçu à Contraste il y a quelques années. On était déjà sur le même constat. Il y a une réforme de la formation qui est en cours et qui tient aussi au pilotage de la formation, en recentrant un petit peu sur un système peut-être un petit peu moins paritaire, mais un petit peu plus dirigé. C'est là qu'il faut agir ou le problème est ailleurs, sur l'offre de formation? Aujourd'hui, le problème, il est global. Bon. Et il y a un système d'information qui ne marchait pas. Donc il est tout à fait normal que le président essaye de le changer. Bon. Effectivement, c'est un système un peu plus centralisé, où la collecte va se faire par l'URSSAF, où les OPCA, les organismes collecteurs, n'existeront plus. Ça va devenir des organismes qui vont plutôt travailler sur les formations, qui n'auront plus de collecte, où on aura une création de France Compétences, d'un organisme qui va gérer tout ça, qui va gérer la répartition dans les CFA des collectes, qui va travailler sur les labels de qualité, sur la formation. Donc aujourd'hui, en gros, sur la formation, la réforme, c'est essayer de mettre de la qualité dans les organismes de formation, essayer d'individualiser les parcours, avec ce compte individuel de formation où on pourra abonder de 500 € ou 800 € par an. C'est également la réforme d'apprentissage qui est également liée. C'est essayer de travailler avec les entreprises, avec les branches professionnelles pour avoir des diplômes vraiment adaptés. Donc, essayer de recadrer un peu les formations avec les besoins des entreprises. C'est ça dont on a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui accueillent des personnes avec des niveaux de formation où elles ne peuvent pas travailler de suite.
Et si en amont, on travaille ensemble sur des contenus pédagogiques, sur des formations, avec des certifications des CFA, je pense que, ou autre chose, on peut améliorer. Ça, c'est de façon générale. On en revient à la Corse. Lorsqu'elle a effectué sa première visite dans l'île, Jacqueline Gouraud a rencontré les chefs d'entreprise, le MEDEF, à la sortie de la réunion où vous étiez, hein, pour la CPME. Le MEDEF, lui, était satisfait. Vous aviez quand même beaucoup plus de réserves. Comment vous la voyez, cette politique du gouvernement en matière économique? J'avais des réserves parce qu'en fait, nous avions discuté de rien. Excusez-moi de vous dire ça, mais nous avons un bon déjeuner. Mais le MEDEF était content du rien, visiblement. Écoutez, ça c'est son problème. Moi, aujourd'hui, je dis la chose suivante. Nous avons une réunion le 15 mars en préfecture, une grande messe où on nous a demandé de faire remonter nos propositions. Nos propositions étaient déjà remontées depuis longtemps. Et moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que finalement, on a la préfecture qui prend la main, et je vois l'exécutif qui suit un peu. Moi, ce que j'aimerais, ce dont je rêverais, c'est qu'entre nous, alors, organisations patronales, sociétés civiles, syndicats de salariés, on se mette d'accord sur un programme de développement économique qui soit piloté par Gilles Simeone, par l'exécutif, que l'on fasse un véritable projet de société, et puis après, qu'on regarde entre nous ce dont on a besoin, et puis après qu'on aille voir le gouvernement, donc voilà ce dont on a besoin. Là, aujourd'hui, on est en train de biaiser la chose. On aura quelque chose, on va avoir un statut de développement, mais finalement, je pense qu'on manque de méthode. Voilà, c'est ce que je vous dis. On peut penser qu'avec le temps, les besoins ont été identifiés, évalués, quantifiés. On peut penser qu'avec le temps, le monde de l'économie corse sait ce dont il a besoin. Moi, en tout cas, je sais pour les petites entreprises ce dont on a besoin. On a des spécificités qui ne sont plus à démontrer, qui d'ailleurs ont déjà été acceptées par le gouvernement au point de vue santé, puisque le secteur de la santé a obtenu l'augmentation de ce coefficient géographique de 8 à 11%. Ils disent que c'est pas assez. Alors, ils disent qu'il faut. Alors, c'est plutôt 16%. C'est 16 ou 18%, évidemment, mais ils ont travaillé. Et sur le secteur de la santé, qu'est-ce qu'on a. Ce que le gouvernement a convenu pour l'augmentation du coefficient géographique, et on a fait la même analyse, c'est que nous avons des coûts de stockage plus élevés, on a des frais de formation plus élevés, des salaires plus élevés, enfin, des frais financiers plus élevés, qui sont dus sûrement au stockage. Et des charges fixes que l'on ne peut pas écraser, parce que finalement, on est obligé, sur la saisonnalité, d'avoir beaucoup de matériel pour la pointe. Et l'hiver, comme on ne travaille pas, finalement, des investissements qui ne servent à rien. On a le sentiment que vous vous méfiez quand même des annonces ou du vide dans la discussion avec le gouvernement. Je voudrais vous poser une question sur ce qui avait été décidé par un précédent gouvernement. C'était sous Manuel Valls et François Hollande. On avait prévu un fonds de 20 millions d'euros, si je me souviens bien, pour les TPE et les PME en difficulté en Corse. Est-ce que vous en avez vu, je dirais trivialement, la couleur de ces 20 millions d'euros? Bonne question. Cela fait 2 ans que nous attendons des nouvelles de ce fonds. Voilà. Donc cela veut dire que nous avons eu les assises des TPE en mai ou en juin, me semble-t-il, il y a presque 2 ans. On avait décidé d'un fonds de 20 millions avec des enveloppes de 5 millions rapidement, que l'on devait débloquer rapidement pour l'instant en difficulté. Nous n'avons rien, strictement rien. Donc c'est la DEC qui est en charge de ce dossier et nous attendons vainement des nouvelles. Voilà. La CPME a pu élaborer un document dans lequel elle fait un certain nombre de propositions, et en particulier celle d'une création de zones franches dédiées et localisées pour les centres-villes. En quoi ces zones franches pourraient aider au développement? On se rappelle de celle qu'avait instituée Juppé. Elle était provisoire au niveau de la Corse entière. Alors certes, elle a maintenu l'existant, pas créé de développement. Il faut savoir le contexte de Juppé en 96. On sort des grandes grèves, les entreprises vont très mal financièrement, et la zone franche a permis aux entreprises de recouvrer de la trésorerie et finalement de remonter au niveau de capitaux propres. Seulement, elle n'a pas duré assez pour qu'on ait un véritable entrain. On a simplement soigné le patient. Bon, on a remis le patient sur pied. Bien. On ne l'a pas entraîné pour courir plus vite. Quand on dit zone franche pour centre-ville, je pense qu'il ne verra pas échapper qu'aujourd'hui, les centres-villes, c'est un problème. Alors, il y a un plan national sur les centres-villes, de quelques 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. De 5 milliards d'euros. Ajaccio et Bastia ils sont éligibles. Il ne vous aura pas échappé qu'on a des problèmes en centre-ville avec des taux de vacances qui commencent à être élevés. Et on a un choix de société à faire.
C'est-à-dire que, est-ce qu'on met de la vie dans le centre-ville? Et pour mettre de la vie dans le centre-ville, il faut des commerces. Si vous n'avez pas de commerce, vous avez un centre-ville qui va se vider. Et le jour où les commerces sont fermés, je peux vous assurer qu'il est très très difficile de faire repartir l'activité. Donc aujourd'hui, il y a des zones commerciales qui sont créées. Il y en a une qui s'est créée sur Ajaccio. Bon, cette zone commerciale, c'est pas le développement économique dont je rêve, je vais être très précis. Il faut mettre, je dirais, tous les atouts sur le centre-ville d'Ajaccio qui souffre énormément pour essayer de compenser ça et de faire repartir ce centre-ville. On ne peut pas laisser un centre-ville avec une zone commerciale très grosse, très très grande à côté. C'est-à-dire que le débat, c'est même plus de savoir pour ou contre la zone. La zone alliée, bon, il vaut mieux qu'elle vive d'ailleurs très très bien. Hein, ça évitera de devenir une zone dans quelques années. Donc mais de l'autre côté. Et là, pour les centres-villes, 5 milliards dans le plan Action Cœur de Ville. C'est qui doit être l'opérateur pour est-ce que là encore, il n'y a pas une trop grande dispersion des responsabilités? Qui est l'opérateur? La ville, les associations de commerçants, les CCI, qui doit agir? Alors, qui doit proposer le plan? C'est un vrai problème, parce que aujourd'hui, lorsque vous intervenez, lorsque vous voulez faire un plan en ville, vous avez la ville, vous avez la région, vous avez la préfecture au milieu, on est toujours en train de se dire ça appartient à la région, ça appartient à la ville, etc. Donc, je sais pour l'avoir vécu. Donc là, il faut un vrai... Alors, je vais encore employer un terme, comité de pilotage. Là, il faut un chef de file. Vous l'avez demandé. Voilà. C'est chef de file. Il faut un vrai chef de file. Alors, c'est qui? Chef de file, ça ne peut être que le maire ou que le président exécutif. Il peut y en avoir que... Pas le préfet. On est entre nous, monsieur. On a l'impression qu'il y a une tendance aujourd'hui à remettre le préfet au centre du jeu. On remet le préfet au centre du jeu parce que peut-être on ne sait pas ce que l'on veut entre nous. Le jour où on saura ce que l'on veut entre nous, peut-être qu'on travaillera de concert avec le préfet, mais je pense qu'aujourd'hui, un maire qui connaît ses citoyens est beaucoup plus adapté que l'État pour gérer ça. Après, l'État a un rôle de régulateur. L'État a un rôle de régulateur à jouer. C'est pas un faiseur, l'État, c'est un régulateur. Il faut pas. On demande beaucoup de choses à l'État. Nous, on dit, la CPME, l'État a un rôle de régulateur. Justement, alors aujourd'hui, l'économie corse, elle est confrontée, c'est la première fois, à un phénomène monopolistique extrêmement important. Un consortium d'entreprises a investi dans un certain nombre de secteurs stratégiques, les transports, les médias, la grande distribution, les déchets, etc. Beaucoup s'inquiètent de cette concentration. Vous aussi, et là, justement, vous demandez à l'État, un contrôle de l'État sur ces monopoles et sur ces oligopoles. Vous croyez, franchement, avec la démarche... d'Emmanuel Macron, qu'on va vers un contrôle des monopoles? Et pourtant, il existe. Et pourtant, il doit exister. C'est la loi. Déjà. C'est la loi en France et c'est la loi en Europe. Et en Europe, depuis 2012, la Commission européenne regarde avec beaucoup, beaucoup d'acuité ces problèmes d'abus de position dominante. On a Google qui a été régulièrement condamné. Donc, globalement, le monopole, alors il y a une phrase, il n'est pas interdit d'être un géant, mais il est interdit de se servir de sa taille. Aujourd'hui, le monopole en soi n'est pas condamnable. Il peut y avoir des monopoles naturels, avec par exemple EDF, avec des tarifs conventionnés. Mais ce qui est condamnable, c'est l'abus de position, c'est de servir de sa taille pour influer notablement sur les prix ou sur le marché. Est-ce que ça existe ailleurs? Bien sûr, le problème existe dans les autres îles françaises. Il y a même une loi qui a été faite dessus. C'est après les grandes grèves de 2009, on se souvient dans les Antilles et à La Réunion, il y a une loi de régulation économique d'outre-mer qui a été mise en place. Et cette loi elle a été suivie par des lois successives jusqu'au départ de M. François Hollande, qui avait mis en place la loi sur l'égalité des chances outre-mer. Et là, il y a un dispositif très précis de contrôle des monopoles. Voilà, justement, concrètement, ça implique quoi? Alors, très simple, c'est ce qu'on va demander, c'est, me semble-t-il, la loi de l'AUA, c'est l'observation, c'est la création d'un observatoire économique sur les prix, sur les marges et sur les revenus. Concrètement, tous les mois, ou tous les ans, ça dépend des indicateurs, on publie jusqu'aux revenus des entreprises. Donc on étudie. Ça s'appelle la transparence. Il n'y a plus de contrôle des prix en France. Outre-mer, les prix, il y a un palier moyen qui est fixé. Les prix à la consommation, c'est pas un contrôle, mais outre-mer, on a le prix de l'essence qui est fixé tous les mois par le préfet,
Et on a tous les ans une négociation pour avoir un bouclier prix avec une concertation avec les distributeurs pour avoir des prix, pour avoir un panier de prix qui n'augmente pas trop en fait. Ce que regarde Alors, on ne veut pas faire ça là, ici, attention. Mais ce que regarde l'État, quand il donne, finalement, vous dites, c'est l'État qui doit avoir un rôle de régulateur, c'est surtout l'État qui autorise, le développement parce que localement, le positionnement, vous citiez les grandes surfaces, les grands centres commerciaux, localement, les positionnements étaient hostiles, farouches, c'était niette. Et puis, c'est au niveau national, il y a eu des autorisations qui ont été données, qui ont permis et qui permettent encore, d'ailleurs, certainement d'agrandir ces surfaces. Au niveau national, c'est également l'autorisation de permettre la disparition de certaines compagnies pour en voir d'autres d'arriver. L'État, qu'est-ce qu'il regarde finalement? Il regarde ce qu'il y a à la clé, ce qu'il y a au bout de tout ça, c'est-à-dire les créations d'emplois. C'est ce qu'il regarde avant tout. Ouais. Alors, c'est deux choses. Je reviens 30 secondes. Donc, ce qu'on va demander, c'est la création de cet observatoire. Alors, juste très précisément, l'observatoire, c'est qui le pilote? Parce que il faut revenir à chaque fois. Je croyais qu'il y avait un à l'ADEC, je croyais qu'il y avait un observatoire. Il y a un observatoire à l'ADEC, ça peut être celui de l'ADEC, ça peut être la régionalisation de l'INSEE. Ça peut être, il faut créer un observatoire. Cet observatoire, avec la comparaison des prix, on regardera par rapport au continent si les prix sont plus élevés ou pas. Pour l'essence, il y a 10 centimes en plus. Et en fonction de cette comparaison avec les prix, on regardera s'il peut y avoir des positions dominantes ou pas. Ça, on peut regarder ailleurs. Et après, il faut doter l'autorité de contrôle, donc la DGCRF, des moyens pour sanctionner, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle l'injonction structurelle où on peut faire vendre des parts des sociétés. Donc ça, c'est un dispositif qui existe outre-mer que l'on pourrait, attention, dupliquer avec certaines formes sur la Corse. Sur l'histoire de l'emploi. Si nous avions une autonomie, peut-être qu'on pourrait décider nous-mêmes de ce genre de choses, c'est-à-dire de la création ou pas des centres commerciaux, et pas risquer finalement que l'État autorise des centres commerciaux alors que nous, on n'en veut pas. Mais pour ça, il faut une forte adhésion de la population à un projet de société. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un vrai projet de société. Où on est, où on veut aller. Sur ce projet de société, on peut poser les bases d'une autonomie. C'est ça que je veux dire. Là, le statut d'autonomie, vraiment, c'est un exemple précis de ce que l'on pourrait faire. Alors, l'heure tourne. Alors, au-delà des difficultés inhérentes au contexte économique mondial et national qui touche les territoires, il y a quand même une spécificité ici, spécificité malheureuse, c'est l'affairisme lié au grand banditisme. On sait que c'est une réalité. Est-ce que vous pouvez en quantifier l'ampleur pour un chef d'entreprise? Alors, quantifier l'ampleur, moi, je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous en quantifier l'ampleur. En revanche, c'est quelque chose de prégnant pour les entreprises. Alors, oui, très sincèrement, je pense que c'est quelque chose de prégnant, mais tout ceci, ça procède d'un manque de transparence totale et d'un manque d'éthique de notre société. Et tout va ensemble. Lorsque vous prenez les statistiques de corruption dans les pays européens, vous voyez que la France, dans les pays mondiaux, la France est 23e. On est 6e au 7e pays mondial, on est 23e dans l'indice de corruption. L'indice de corruption, c'est l'indice de corruption fonction publique, soyons clairs. Bon, l'Allemagne est 12e. Les pays les mieux dotés, en tout cas en première ligne, sont les pays du nord de l'Europe. Toujours Suède, Norvège, Finlande. Et lorsque vous regardez pourquoi ces pays sont toujours premiers, c'est qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas, et c'est génétique chez nous, mais pourquoi on ne le changerait pas? C'est la transparence. Aujourd'hui, quand vous allez en Norvège, en Finlande, en Suède, vous pouvez avoir exactement les revenus de chaque homme politique. Vous avez une transparence totale sur ce que la vie politique a fait, sur tous les budgets. Et cette transparence, elle aide à se protéger. Si vous avez une transparence sur les marchés publics, sur les revenus, sur l'autorisation, sur les droits à construire, à un moment donné, vous pouvez lutter efficacement contre ce genre de dérive. Si vous n'avez pas de transparence, mais finalement, vous restez dans cet état. Et vous ne savez pas. Sur la question que vous avez posée, je suis incapable de vous répondre. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous avez dirigé la Chambre de commerce, vous avez démissionné à cause d'un certain nombre de pressions, vous l'avez dit publiquement d'ailleurs. Le procureur de la République a ouvert une enquête, il n'a rien donné. Dont acte. Alors, sur la pression, bon. On est dans un système. Ce qu'il faut combattre, ce n'est pas les hommes, c'est le système.
La pression, aujourd'hui, on peut avoir une pression amicale. En gros, vous avez vos proches ou des gens que vous connaissez qui vous demandent un service, c'est quoi? C'est embaucher quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? C'est l'embauche. En gros, c'est embaucher quelqu'un. Pour un maire, c'est les droits à construire. Après, sur les marchés publics, avec la réfaction, enfin, en tout cas avec la réfaction de l'argent public, on s'aperçoit qu'on est souvent sur le moins 10 ans. Donc, je pense que sur les marchés publics, il y a une situation qui est moins prégnante qu'avant, puis de toute façon, il n'y a plus d'argent. Donc, cette pression amicale où finalement, vous vivez avec elle tous les jours, et puis c'est un système qui finalement s'en contente. Et si individuellement, chaque individu ne prend pas conscience de ce système, comment voulez-vous que collectivement on aille mieux? Non, mais ce n'est pas les pressions amicales qui vous ont fait partir de la CCI. Alors, je peux... Je peux répondre. Là, c'était sur le contexte général. Moi, je suis parti de la CCI parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus exercer ma fonction de président comme je l'entendais. En 30 secondes, j'étais venu pour redresser les comptes, je les ai redressés. Je les ai dressés comment? Je ne me suis pas pris de salaire, le salarié ne s'est pas pris de salaire. Pourquoi? Le trésorier ne s'est pas pris de salaire. Tout simplement parce qu'on voulait montrer l'exemple. Nous avons une politique assez restrictive sur les salaires et on a mis la Chambre en ordre de marche. On l'a remise à l'endroit avec plein de projets, dont un projet européen auquel je dois vous. Donc, à un moment donné, lorsque nous avons fait les élections, nous avions une équipe et très rapidement, dans cette équipe, il y a des personnes qui finalement n'avaient pas les mêmes idées que nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt que de bloquer la Chambre, nous sommes partis. Aujourd'hui, je ne peux pas envisager d'avoir une fonction publique avec des personnes, finalement, qui sont plutôt centrées sur la vieille politique qui consiste à embaucher des gens. Moi, ça ne me plaît pas, ça. Donc, je m'en vais. Voilà. Et ça s'est passé très bien, je suis très content, et j'ai pas de soucis, et j'espère que cette Chambre est bien gérée, et je n'ai pas, vraiment, je ne dois pas en douter, puis de toute façon, elle doit être sous contrôle de l'État. Voilà. Eh bien, cette première partie s'achève. Nous allons maintenant entamer notre mini-débat au Contrabunt avec un contradicteur qui est aujourd'hui Patrick Bossard, secrétaire régional de la CGT de Corse. Bonsoir Patrick Bossard et bonsoir. Merci de votre présence sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Minicone. Maintenant débattre pendant 10 minutes avec Jean-André Minigone. Donc vous êtes chef d'entreprise et président d'une organisation patronale des petites et moyennes entreprises de Corse. Je souhaite que nous abordions ensemble les contre-réformes liées au droit du travail, ce qui n'est pas sans susciter, comme vous le savez, beaucoup d'inquiétudes chez les salariés, y compris dans notre île. Ne pensez-vous pas que les petites et moyennes entreprises, qui forment environ 99% du tissu économique du département de la Corse du Sud, ne va pas entraîner un dumping social au travers d'une paupérisation croissante des salariés, de réduction d'acquis sociaux, de démultiplication de contrats précaires, sachant qu'un nombre important de salariés vivent, malgré une ancienneté acquise dans ces entreprises, avec des salaires peu revalorisés. Prenons par exemple le salaire horaire moyen net en Corse, il s'élève à 12,60 €. Nous sommes en queue de peloton, derrière même les départements et les régions d'outre-mer. Si on se base sur les catégories professionnelles, une ouvrière femme gagne 9,20 € net horaire en Corse et 11 € pour les hommes. Les employés femmes, 10 €, 10,70 € pour les hommes. Chez les cadres sup, 19,50 € pour les femmes, 24,10 € pour les hommes. Et malgré cela, on reste toujours dans les derniers, même derrière les départements et régions d'outre-mer. À ce titre, Monsieur Minicone, j'aimerais savoir... par rapport aux contre-réformes El Khomri et les ordonnances Macron qui ne vont pas produire, selon moi, de véritables avancées sociales ou salariales, comment votre organisation compte agir pour que les salariés de notre île ne soient plus lésés par rapport aux autres régions? Comment votre organisation souhaite agir pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes et pour faire en sorte que les salariés sur notre territoire puissent avoir un pouvoir d'achat à la hausse qui pourra avoir un effet d'entraînement sur l'économie locale. André Ménégone, vous répondez. Il y a beaucoup de questions. Bon. Alors, globalement, on sait que nous avons, dans certains métiers, des salaires plus bas. Pas dans tous les métiers. Dans les métiers en tension, nous constatons qu'on a des salaires plus élevés puisqu'on ne trouve pas le personnel. Bon. Lorsqu'on a des salaires plus bas dans les salariés, on a également des salaires plus bas
chez les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, c'était une étude URSSAF il y a 2 ans qui a été produite, où on s'aperçoit que les indépendants ont entre 10 et 15% de revenus en moins, à peu près 18 000, alors que sur la France c'est 21 000, France continentale, de revenus. Donc le problème de revenus, il est pour les salariés et pour les chefs d'entreprise. C'est ce que j'ai dit. Et pourquoi? Mais parce qu'on est liés dans les petites entreprises, le chef d'entreprise et les salariés forment un tout. Alors, la question, moi je pense qu'on peut... Chef d'entreprise, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Quand on est... parce que vous avez vu les chiffres Banque de France, en fait, les entreprises de taille moyenne gagnaient de l'argent et les petites entreprises n'en gagnaient pas. On était même un peu en négatif. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Moi, ce que je crois, très franchement, c'est qu'on doit lutter contre des phénomènes extérieurs. Mais ensemble, les syndicats et la CPME, je pense qu'on pourrait avoir des positions vraiment qui peuvent se rejoindre sur certains sujets. Sur le logement, parce que le problème, les salariés, qu'est-ce qu'ils disent? On a un problème de logement et la vie est chère. Et nous, on essaie de compenser un tout petit peu, mais on n'y arrive pas. Mais sur les logements, il faut bien se poser des bonnes questions. Pourquoi les logements sont aussi chers? Là-dessus, on a un combat à mener contre la spéculation immobilière. Mais il faut le mener ensemble. On ne peut pas le mener seul. Il faut bien étudier exactement les revenus. Et nous, on a beaucoup de solutions. Le statut de résident, malheureusement, ne pourra pas passer. Hein, c'est une loi européenne. Mais dans les propositions de la CPME, c'est de taxer les nouvelles résidences secondaires qui se construisent très durement pour les affecter à un fonds, peut-être pour la précarité. Alors, on peut taxer sur les droits d'enregistrement et pourquoi pas les nouvelles entreprises, enfin les nouvelles, en tout cas résidences secondaires, on pourrait même augmenter la TVA pour les affecter à un fonds. C'est ça qu'il faut faire. Monsieur Minicone, vous avez évoqué en première partie le fait que le coût des salaires était important sur notre territoire. Je vous démontre par des chiffres de l'INSEE que nous sommes en queue de peloton d'un certain nombre de territoires, y compris ultramarins. Je pense que ça veut dire qu'à un moment donné, comment se fait-il que d'autres territoires qui ont des contraintes liées à de l'insularité, à des coûts de transport, même plus importants que notre région, nous n'arrivons pas à avoir un niveau de salaire qui soit plus important? En tout cas, moi, sur cette réponse, je ne peux pas vous répondre. Moi, ce que je sais, c'est que les bénéfices des petites entreprises ne permettent pas, aujourd'hui, d'augmenter significativement les salaires. Donc le problème, il est bien ailleurs. Moi, aujourd'hui, lorsque vous me dites ça, je suis prêt à étudier ce qui se passe en Outre-mer. Il y a eu 3 lois Outre-mer. Nous, on n'en a pas de loi encore. C'est là-dessus qu'il faut se battre. On a des spécificités que l'on ne veut pas nous reconnaître, en particulier sur les formations, sur des coûts plus élevés. Si on paye, je vais vous prendre des choses. Aujourd'hui, les assurances encore sont plus élevées. Moi, je préfère payer l'assurance comme sur le continent et augmenter mes salariés. C'est le double. D'accord? C'est ça. Les coûts de stockage sont très très importants. On a des coûts spécifiques. Si à un moment donné, on nous compense ces coûts spécifiques, on peut regarder les salariés pour qu'ils prennent leur part. Nous, on a les évoquez le coût de la vie. Il y a des rapports de l'INSEE qui ont déjà démontré depuis plusieurs années qu'il y a un coût à la consommation des ménages qui est plus important que sur le continent. Pour autant que je sache, beaucoup de manifestations ont eu lieu à l'initiative des organisations syndicales de salariés. Pour autant, je n'ai pas vu jusqu'à présent des organisations patronales pour venir nous donner main forte sur justement ces revendications autour du coût de la vie et de la cherté de la vie sur notre territoire. Et je trouve ça bien dommage. Eh bien alors, et là, je vous fais une proposition. Travaillons ensemble là-dessus. Nous sommes en tout cas prêts à travailler sur la structuration des coûts, par exemple sur le coût de la vie, sur les prix, pour savoir exactement d'où vient cette augmentation du panier moyen. C'est à peu près 3,6%, malgré la baisse de TVA, puisqu'on a moins de TVA sur le denrée alimentaire que sur le continent. Là, ce sont des vrais problèmes. Ces problèmes, il faut les aborder ensemble. C'est pour ça que j'avais dit précédemment, il faut qu'on se voit. Passons à des actes, monsieur. Écoutez, moi je suis disponible. Nous sommes disponibles. Nous aujourd'hui, on sait que de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de différences. Aujourd'hui, les signaux sont sont pas bons, d'accord? Aujourd'hui, sur le logement, sur la précarité, sur tout ce qu'on peut obtenir ensemble,
surtout ce que l'on peut débattre, ce dont on peut débattre, il faut que l'on travaille ensemble. Nous, on n'a pas vraiment de solution à titre individuel. Il faut que les organisations patronales et syndicales, sur un certain nombre de points, se mettent d'accord. Et nous, on est vraiment un livre ouvert, parce qu'on peut vraiment vous montrer ce que l'on gagne, parce qu'on ne gagne pas grand-chose. Nous, les petites entreprises, je parle des petites entreprises. Le reste, c'est différent. Nous, les organisations syndicales de salariés, nous n'avons pas été reçus par la ministre, Madame Corse. J'aimerais savoir si vous avez abordé justement ces problématiques liées au coût de la cherté de la vie. Alors, oui, et c'est dans notre... on a fait un petit... en tout cas, on a fait un petit programme économique dont on pourra vous passer, et j'ai été très surpris, effectivement, de ne pas vous voir. Je pensais que vous aviez été reçu en amont. Non. D'accord. Eh bien, écoutez, ça... Mais nous avons fait remonter aux autorités compétentes le fait que nous ne comprenions pas qu'une partie des syndicats... relevant plutôt du côté patronal ont été reçus et que les organisations syndicales qui sont quand même la force vive de l'économie, parce que sans salariés, il n'y aurait pas forcément d'économie sur notre territoire, n'a pas été reçu. Alors là, ce n'est pas normal. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas normal. Je pensais sincèrement que vous aviez été reçu. Non, pas du tout. La prochaine fois, je vous promets d'en parler. Voilà. Non seulement je vous promets d'en parler, et peut-être même de quitter la séance si les organisations ne sont pas présentes. Voilà. Donc, non, ça c'est très important ce que vous dites. Je répète une chose, l'heure n'est pas à l'opposition salariés, petits patrons, petits chefs d'entreprise, c'est totalement révolu. L'heure est à travailler ensemble sur des sujets précis et avec la plus grande honnêteté intellectuelle. Et là, on pourra peut-être faire quelque chose. Je vous précise qu'en Bretagne, quand les salariés et le patronat s'est mis ensemble, ils ont fait reculer le gouvernement sur le péage des poids lourds. Alors oui, mais sur ce point de vue et sur ce que vous dites, nous avons été dans la rue à maintes reprises. Donc nous, on a fait notre part. On vous attend donc le 19 avril à la prochaine manifestation interprofessionnelle. Écoutez, merci de l'invitation, mais je ne voudrais pas interférer avec la manifestation de la SNCF qui se passe le même jour. Eh bien, le temps imparti est écoulé. Merci. Merci à vous. Merci d'y avoir participé à ce mini-débat. Mes collègues vont revenir pour la troisième partie. Le débriefing, et c'est Roger Siatel, le premier. Très bien. Je voudrais m'arrêter un instant sur votre profil, sur vos engagements professionnels et publics. Vous êtes un chef d'entreprise, bien sûr, dans un secteur sensible aux aléas du marché, à la crise, l'automobile, ce qui ne vous a pas empêché de grandir au cours de ces dernières années. Vous êtes le président presque inamovible d'une organisation patronale, la CPME, c'est-à-dire le représentant d'entreprises qui connaissent des difficultés, qui connaissent les difficultés de la crise également. Vous êtes l'ancien président, on l'a dit, de la CCI de Corse du Sud. On manette donc pendant un certain temps d'une structure qui disposait de tous les leviers pour orienter le développement économique dans l'île. On sent poindre aussi au cours de vos déclarations en vous l'envie d'investir le champ politique qui n'est jamais très très éloigné de celui de l'économie. Vous pouvez peut-être nous dire, au vu de toutes ces expériences-là, de quelle place on est le plus utile pour changer véritablement les choses. Et si le chômage n'était pas pour des milliers de Corses, cette réalité aussi sérieuse et aussi dévastatrice, on pourrait se demander si vous-même, vous n'êtes pas dans vos engagements publics en recherche du bon emploi précisément pour changer les choses. Quelle belle question. Jérôme, et après vous répondez. Alors, simplement à entendre votre discours, on a vraiment la confirmation que l'économie de la Corse, sa structure, est dans une phase de charnière, de tournant, avec beaucoup d'inquiétudes, avec beaucoup d'interrogations. Quelles sont les projections, quel système doit-on mettre en place? Ce qui vous amène au terrain politique, quel projet finalement pour la Corse? Un projet qui, selon vous, peut aller au cadre politique qu'est l'autonomie. Quel projet pour la Corse? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, selon votre façon d'évoquer la chose, il y a une absence de projet. C'est un petit peu problématique. Alors, s'il y a absence de projet, comment les chefs d'entreprise, plus ou moins jeunes, comment les salariés, comment les jeunes qui rentrent sur le monde du travail peuvent-ils avoir une confiance en l'avenir? Et vous avez dit deux choses
qui ont sensiblement le même poids, la même orientation. Vous avez dit un vrai besoin de transparence et puis la régulation que doit effectuer l'État. Comme si, selon vous, il y avait une déficience ou une absence ou des manquances. Alors, est-ce que la région, la Corse, son projet à construire? Est-ce que l'État doit être plus présent, plus efficace? Alors, Roger, j'estime avoir été utile à la CCI pour l'avoir redressée, pour avoir mis des projets en route. Je suis également utile en tant que chef d'entreprise, j'emploie des gens. Je suis en train de mener un important projet en recherche sur un système de blockchain énergie, qui n'est pas très novateur avec des jeunes. C'est pour ça que j'ai confiance en la jeunesse. Je suis les affaires de très très près, en tout cas la gestion de la Corse de très très près. Et très franchement, toutes les options sont ouvertes. Si je sens que je peux avoir les mains libres, quand je dis les mains libres, que je peux avoir vraiment être en capacité d'apporter quelque chose sur le point de vue économique, mais si il faut que j'investisse un peu plus en politique, je le ferai. Il y a des échéances qui arrivent, je ne vais pas vous les rappeler. Donc la porte est ouverte, mais toujours pareil, éthique, transparence, démocratie. Alors, cette semaine, nous avons eu droit au début du grand barnum ministériel qu'on nous annonce, le secrétaire d'État aux finances publiques qui a été reçu par le président de l'exécutif. Le président de l'Assemblée, lui, avait décliné la visite et l'a confirmé, ce qu'on sait quand même depuis le 7 février. La spécificité n'est pas à l'ordre du jour. Alors ce débat sur les institutions, ça irrite un certain nombre de gens au prétexte qu'il passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire l'économie. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, franchement, il faut savoir faire les deux. Et j'ai l'impression que, en tout cas, la majorité met beaucoup d'énergie dans ce projet-là, et je la comprends, parce que c'est un projet qui peut être structurant pour la Corse. Mais il faut mettre également beaucoup d'énergie pour recevoir et pour travailler sur les demandes, des attentes des Corses, sur les attentes des Corses. Toujours le logement, toujours les mêmes. Donc il faut savoir faire les deux. Moi, j'ai bien l'impression... Est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre, par contre ? Il faut faire les deux en même temps. La difficulté, elle est là. Pour faire les deux en même temps, il faut avoir des équipes, il faut être structuré, et on ne peut pas être structuré quand on démarre une collectivité de 5000 personnes. Le souci, il est là. On est aujourd'hui, on est face à un mur, mais gigantesque. C'est quelqu'un qui a beaucoup de travail. Il doit mener une réforme institutionnelle, une réforme économique, et faire marcher la collectivité de Corse. Pour moi, c'est beaucoup, et il faut être structuré. Je pense que le problème vient surtout de là. En matière économique, s'il y a une mesure spécifique que devrait prendre l'État en faveur de la Corse ou la collectivité de Corse en faveur de l'économie corse, laquelle serait-elle ? Il n'y en a qu'une. C'est une mesure d'urgence. Ce n'est pas une mesure de fond, mais la mesure d'urgence, c'est un crédit d'impôt sur la formation, sur l'investissement, qui peut varier entre 30 et 50% selon les règles européennes. C'est facile à mettre en place et ça produit immédiatement. Je dis bien aussi formation, c'est très important. En attendant d'avoir un vrai projet de société. Et là, je peux parler du projet de société. Donc, moi, ce qu'il faut pour la Corse, j'ai mon idée. Mais il n'y a pas que mon idée qui compte. Ce qu'il faut faire très rapidement, et on a tous les outils nécessaires pour le faire, c'est faire une vraie consultation par des formes d'intelligence collective. Donc, Internet, par exemple, vous posez des questions pour monter un vrai projet de société sur la Corse. On peut le faire rapidement. Il y a des sociétés qui existent, ça c'est déjà fait. Il faut une grande consultation, on définit un projet de société, et dans ce projet de société, on regarde ce dont on a besoin pour y arriver. On a toujours besoin de formation, on a toujours besoin de crédit, on a toujours besoin de fiscalité pour aider. Mais ça, je ne peux pas vous dire exactement où on veut aller. Moi, je sais où je veux aller, d'accord ? Mais il faut vraiment que l'exécutif fasse une grande consultation sur la Corse. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire un statut de développement économique très rapidement, puisqu'on a les ministres qui commencent à venir. On voudrait boucler ça pour juin, on ne sait même pas ce que l'on veut. C'est ça, moi, qui me fait peur. Est-ce que l'État doit jouer un rôle ? Oui. Un État régulier. Vous savez, l'État, ce qu'on lui demande, c'est pas de faire l'économie. L'État, on lui demande, parce qu'on paye des impôts pour ça, on paye des impôts parce que c'est pour vivre en société, on lui demande de réguler l'économie, et puis, effectivement, de nous protéger des bandits. C'est deux choses, pas plus, mais qu'il le fasse. Et il le fait aujourd'hui ? Écoutez, moi, j'ai la sensation qu'il pourra en faire beaucoup plus.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'échéance politique. Vous étiez prêt à vous investir en politique, le cas échéant. Il y a une échéance importante, c'est dans 2 ans, 2020, normalement, sur les élections municipales. Pour être clair, à Ajaccio, est-ce que vous y pensez en vous rasant ou sans vous raser? Ah ben c'est ouvert, clairement c'est ouvert. Mais c'est ouvert, je le répéterai toujours, éthique, transparence, démocratie. Et positionnement politique, parce que bon, aujourd'hui on a une majorité de droite à la tête de la ville. Ça veut dire que vous auriez un autre positionnement que celui-là, proche des nationalistes, ou ce serait un champ tout à fait apolitique que vous investiriez? Très sincèrement, si on veut faire de la politique, allez, entre guillemets, autrement, il faut s'occuper des sujets de nos concitoyens. Alors le positionnement, qu'il soit de droite, de gauche, nationaliste, il importe peu. Ce qui importe, c'est le projet et comment on le réalise. C'est ça qui importe. Donc le là projet aussi, est sous-tendu par une démarche politique de fond. C'est pas une démarche qui est hostile à la collectivité, à la majorité actuelle. Non, évidemment non. Évidemment non. Mais je vous dis, moi, ce qui compte le plus, ce sont les hommes, ce que l'on fait d'un projet, comment on le réalise, et toujours avec de la transparence. Et est-ce que ça veut dire que vous estimez que le projet qui est mené actuellement pour Ajaccio n'est pas forcément le bon, qu'on pourrait faire autrement à la tête de cette ville? J'estime qu'on peut toujours s'améliorer. Il faut aller vite. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il va vite. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est la force de Napoléon qui faisait bouger ses armées de 50 km par jour. Il faut aller très vite, de la réaction. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Jean-André Minigod, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Roger Jérôme, merci à vous également. La semaine prochaine, nous serons à Bastia avec un nouvel invité, un ancien élu, mais toujours responsable politique, Michel Stefani, secrétaire régional du Parti communiste. Buona settimana, buonasera a tutti.